Bonsoir à tous. Bonsoir aux retardataires que je connais. Mon nom est Laurent Haug, je vais animer cet événement. Je suis moi-même entrepreneur et alumni de l'UNIL. J'essaie de me rappeler la dernière fois que j'étais assis dans cette salle, mais c'était pendant un examen, donc je préfère ne pas me rappeler de cette partie-là de mes études. Ce soir, on fête le lancement du hub entrepreneurial et innovation de l'UNIL. Le but de cette structure, c'est d'inspirer, d'éduquer et d'activer pour l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat pour les entreprises. Et donc, c'est à destination des étudiants, des chercheurs, des partenaires des 7 facultés de l'UNIL. Et d'ailleurs, on est très content parce que ce soir, il y a plus de 350 personnes issues de toutes ces 7 facultés. On est aussi réunis pour fêter le lancement de la Global Entrepreneurship Week, qui va du 18 au 24 novembre 2019. Dans 170 pays, c'est 10 millions de personnes à travers 35 000 événements. Et donc, la soirée va se dérouler en 3 temps. D'abord, on va vous parler de ce hub, entrepreneuriat et innovation. Ensuite, on va donner la parole aux alumni et aux étudiants entrepreneurs. Et puis, finalement, on va ouvrir cette Global Entrepreneurship Week. Pour vous souhaiter la bienvenue officiellement à cette soirée, je passe tout de suite la parole à Madame la rectrice de l'Université de Lausanne, Nouria Hernandez. Merci. Madame la directrice générale adjointe de la DGES, Mesdames et Messieurs les représentants et représentantes de l'administration cantonale vaudoise, Madame la représentante d'Innovo, Messieurs les directeurs du Biopôle et du Parc de l'innovation de l'EPFL, Monsieur le représentant de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants d'entreprises, d'écoles ou d'associations de soutien à l'entrepreneuriat, Madame la vice-rectrice et Messieurs les vice-recteurs, Monsieur le directeur académique du Hub, Entrepreneuriat et Innovation, Madame la directrice du Hub, Mesdames et Messieurs les membres de l'équipe du Hub, de l'Advisory Board du Hub et du Student Advisory Board du Hub, Monsieur le directeur du Bureau de transfert des technologies UNIL EPFL, le PACT, Mesdames et Messieurs la doyenne et les doyens et les professeurs et professeurs de l'Université de Lausanne, et finalement, Mesdames et Messieurs les étudiantes et étudiants de l'Université de Lausanne, premier public de la manifestation de ce soir. Nous marquons ce soir le lancement du Hub Entrepreneuriat et Innovation de l'Université de Lausanne. C'est un immense plaisir. C'est un immense plaisir parce que ce Hub est une des réalisations concrètes de l'un des objectifs du plan d'intention de cette direction, à savoir l'encouragement de l'esprit d'entreprendre. Alors vous allez me dire, encouragement de l'esprit d'entreprendre, pourquoi? Notre motivation principale, là derrière, est en fait celle de préparer les étudiants à la transition du milieu académique au milieu hors académie, où l'immense majorité de nos étudiants effectueront leur parcours professionnel. Même si on regarde les doctorants, plus de 95% d'entre eux poursuivront leur carrière professionnelle en dehors du milieu académique. Alors on peut se demander en quoi un soutien à l'esprit d'entreprendre favorise-t-il le passage à l'emploi? Eh bien, il y a ce à quoi on pense en premier, qui est la possibilité de monter sa propre entreprise, sa start-up. Mais pour nous, ce qui nous a semblé encore plus important, c'est en fait la tournure d'esprit qu'ont les gens entrepreneuriaux. C'est l'enthousiasme, le courage et surtout la volonté de tracer son propre chemin. Et c'est ça, la volonté de tracer son propre chemin ou même la réalisation qu'on peut et qu'il faut tracer son propre chemin quand on est étudiant qui sort de l'Université de Lausanne. Et c'est ça, pensons-nous, le message véritablement important pour nos étudiants. Alors la direction s'est aussi intéressée à d'autres enjeux, en particulier la durabilité, qui selon nous ne peut être atteinte que par une approche interdisciplinaire. Donc nous nous intéressons aussi à l'approche interdisciplinaire. Et quelle meilleure façon d'être exposé à l'interdisciplinarité
que de réfléchir à la conception et la mise en œuvre d'un projet entrepreneurial. Et quelle meilleure façon de contribuer à la durabilité que de réfléchir à la conception et la mise en œuvre de projets ou de start-up de toutes sortes, amenant des solutions imaginatives pour motiver notre société à une transition vers le durable. Ainsi, nous envisageons ce hub comme un outil polyvalent qui offre de nouvelles possibilités à la communauté universitaire, en fait comme un outil pour nous aider à bâtir l'avenir. Voilà, j'aimerais remercier la Faculté des hautes études commerciales et en particulier son doyen, M. Jean-Philippe Bonardi, qui a toujours soutenu cette initiative. Il faut noter que le directeur académique du Hub, le professeur Jeffrey Petty, fait partie de la faculté des HEC. Cette faculté a été pionnière avec son accélérateur qui existe depuis des années et a eu la générosité de transférer l'accélérateur dans le hub de l'UNIL. La faculté des HEC s'intéresse de par sa nature même à l'entrepreneuriat, avec des professeurs qui réfléchissent par exemple à la mécanique derrière la création de start-up. Et j'aimerais citer en exemple le professeur Yves Pigneur, qui a été le récipiendaire du prix de l'université 2018. Vous l'avez compris, ce projet ne part pas de rien et ne s'inscrit pas dans un vide. Je ne peux pas mentionner ici toutes les initiatives préexistantes, je n'en donne qu'un exemple, parce que je le connais bien, celui de l'école de biologie de la faculté de biologie et de médecine, qui offre depuis plusieurs années un cours d'entrepreneuriat dirigé par un de ses anciens étudiants, David Estedler. Je veux aussi mentionner le rôle clé du Bureau de transfert des technologies, le PACT, qui encourage l'innovation depuis des années et qui aide nos chercheurs et ceux du CHUV à déposer des brevets. Et enfin, il faut relever que le canton de Vaud offre un environnement particulièrement favorable, particulièrement propice à l'entrepreneuriat, d'une part grâce au réseau très dense d'institutions académiques qui l'hébergent et dont nous faisons partie, mais aussi à cause de sa politique affirmée de soutien à l'innovation. Alors le Hub a pour partenaires le Pacte, le Biopôle, l'EPFL Innovation Park, YouChange, qui est sous la houlette du vice-recteur Durabilité et Campus. YouChange est en fait une initiative de la Confédération qui soutient des projets, en particulier des projets d'entrepreneuriat, mais des projets au sens très large d'étudiants en faveur du développement durable. Nous sommes aussi partenaires d'Innovo, Venture Lab, la Fondation pour l'innovation technologique, le FIT et Graines d'entrepreneurs. Voilà, je termine avec un immense merci à ceux qui ont contribué directement à la création du Hub, la vice-rectrice Déborah Philippe, le directeur académique Jeffrey Petty, dont je ne sais pas où il est, mais il est par ici, et la directrice Anne Hedden et son équipe. Et sur ce, je passe maintenant la parole à Madame Anne Hedden qui va vous décrire le Hub. Voilà. Anne, il faut l'allumer ou il est... Merci Madame la rectrice. C'est un énorme plaisir d'être ici avec vous ce soir pour lancer ce hub entrepreneuriat et innovation. Il y a bien des années, j'étais ici, à votre place, en tant qu'étudiante de l'UNIL. À votre place, mais dans un monde très différent. Un monde où notre carrière semblait relativement bien tracée. Un monde où on parlait relativement peu d'entrepreneuriat à l'UNIL. Et un monde où on se préoccupait plus de notre futur que du futur de la planète. Votre monde, vous les étudiants, a bien changé. Voilà. La première chose qui a changé, c'est vos aspirations qui ont changé. On a fait une étude ici à l'Université de Lausanne qui montre que 20% d'entre vous déclarent vouloir être indépendants ou entrepreneurs 5 ans après la fin de leurs études.
Et ceci, étonnamment, toutes facultés confondues. La deuxième chose qui a changé, c'est le monde du travail a changé. On estime qu'un tiers d'entre vous, étudiants de votre génération, seront indépendants ou entrepreneurs. Et pour ceux qui seront en entreprise, on va vous demander d'être des intrapreneurs, c'est-à-dire de porter cet esprit d'entreprendre au sein de vos sociétés. La dernière chose, c'est que vos consciences ont changé. Au-devant des défis environnementaux et sociétaux que nous avons devant nous, non seulement vous descendez dans les rues, mais surtout vous vous demandez ce que vous pouvez entreprendre pour trouver des solutions. Donc, au-devant de cette nouvelle donne, effectivement, vous l'avez entendu, l'Université de Lausanne lance le Hub. Notre mission, elle est triple. Stimuler l'esprit d'entreprendre, mieux vous équiper pour votre vie professionnelle et vous aider à trouver des solutions innovantes. Mais cet esprit d'entreprendre, quand on parle d'esprit d'entreprendre, de quoi parle-t-on exactement? Comment s'incarne-t-il? Je vous laisse regarder une petite vidéo qui en parle. Je pense que le fait d'entreprendre, c'est déjà quelque chose qui est profondément humain. C'est pas quelque chose qui est d'abord économique. C'est l'envie de fonder, de créer, de mettre en place quelque chose de nouveau. I think an entrepreneurial mindset is something that you should have. What I mean by that, you have to be extremely passionate about what you're doing, and you should be pretty bold and not to be scared and move on and continue doing what you believe in. Pour moi, l'esprit d'entreprendre, c'est l'envie intrinsèque de construire quelque chose. Je m'appelle Marc Atala, je suis enseignant-chercheur à la section de français de la faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Mais par ailleurs, je dirige un musée qui s'appelle la Maison d'Ailleurs à Yverdon-les-Bains, qui est un musée dédié à la culture pop contemporaine et à la science-fiction plus largement. Et puis j'ai fondé il y a quelques années un festival qui s'appelle Numeric Games Festival, qui gravite autour de la culture digitale. Je me suis jamais défini comme entrepreneur culturel, mais c'est effectivement quelque chose qui colle assez bien avec mon parcours et les initiatives que j'ai prises les dernières années, c'est-à-dire de pouvoir à la fois savoir quoi faire pour dynamiser une structure déjà existante, telle qu'un musée, puis en même temps de se dire tiens, j'ai une idée qui était l'idée d'un festival autour de la culture numérique, comment est-ce que je pourrais la concrétiser de A à Z quelque part, puisque le festival n'existait pas. Et c'est pour moi l'envie de pouvoir injecter de l'innovation, du contenu, de créer des rencontres entre les gens, de créer de la valeur ajoutée, mais au niveau culturel et symbolique. My name is Olga Dube. I'm the CEO and co-founder of AgriSustain. In AgriSustain, we are developing natural solutions to prevent development of molds. We work in both pre- and post-harvest with large food distributors and producers. At this stage, we are 9 people with very diverse backgrounds, including biology and also commercial expertise. I did my PhD at the University of Lausanne in the Department of Plant Molecular Biology, where I was trying to understand why some Arabidopsis plants were more resistant to molds than in other ones, and that was something that actually led to foundation of AgriSustain. Je m'appelle Thomas Verduin, je suis à HEC en master de système d'information. Constantin Nifachev, je suis en SSP, en 3e année de psycho. Alors, Légumes Perchés, c'est un projet qui est né à la base pour optimiser les espaces dans nos villes, tout en sensibilisant les citoyens à l'agriculture. Pour ça, nous avons opté d'aller sur les toits et planter directement des légumes. C'est pour ça que c'est Légumes Perchés sur les toits, qui ensuite va sensibiliser les citoyens. Pour moi, c'est vraiment le challenge de notre génération, pouvoir partager cette envie de durabilité et faire en sorte qu'on puisse tous vivre sur notre planète. Aujourd'hui, Légumes Perchés regroupe des psychologues, des ingénieurs en mécanique, en sciences de l'environnement. Et là où le Hub pourrait nous aider, c'est à structurer toutes ces compétences et à les mettre en commun pour créer vraiment une force. We have a lot of great people with a lot of nice ideas, but sometimes you just need the right push and to have the right people around you. And if University Hub can establish this kind of community, I'm sure we will have much more spin-offs in the area. On va retrouver Olga et Légumes Perchés plus tard dans le courant de cette soirée. Mais pour le moment, parlons du Hub. Qu'est-ce que ce Hub va vous apporter?
Vous l'avez compris, on essaye de renforcer certaines compétences, renforcer la créativité, la capacité de faire des hypothèses et de les valider, ce qui est particulièrement important dans un monde aussi complexe qu'aujourd'hui. Le travail en équipe, la communication. Mais à mon avis, l'esprit d'entreprendre, c'est d'abord une attitude, un désir d'être un acteur de changement, un esprit collaboratif, la capacité de rebondir, car un projet entrepreneurial ne va jamais tout droit, et le courage, oser entreprendre. On pense que les entrepreneurs n'ont pas peur. Je ne pense pas que ça soit le cas. Je pense que simplement, ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont encore plus peur de ne pas essayer. Quelles sont les valeurs qui vont guider notre projet? La première, elle est inclusive. Pas de technologie, peu de technologie, haute technologie, projet à but lucratif ou entrepreneuriat social, là n'est pas la question. La question est quel est l'impact que tu veux avoir, quelle est la problématique que tu veux résoudre. Interdisciplinaire, Madame la rectrice l'a mentionné, on sait que l'innovation arrive à l'intersection des modes de pensée et des compétences. Donc on va vraiment essayer de vous faire travailler en équipe interdisciplinaire et de vous confronter à des compétences qui sont différentes. Pour vous, étudiants, c'est vraiment l'occasion de décloisonner votre cursus universitaire. Contributive, entreprendre en conscience. Vous l'avez vu, on sait qu'en 2019, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans parler de sens, sans parler de contribution, sans parler d'impact. Tous les orateurs que nous avons invités ici avec nous ce soir, vous le verrez, ont une contribution sociétale ou environnementale forte dans leur projet. Alors le hub, qu'est-ce qui va changer pour vous? Nos activités se construisent autour de 3 piliers: inspirer, éduquer et activer. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Inspirer. Le premier exemple, c'est bien sûr la Global Entrepreneurship Week que nous allons ouvrir ensemble ce soir. J'en profite d'ailleurs pour saluer le magnifique travail de collaboration qu'il y a eu entre le Hub et les associations d'étudiants, HEC Espace Entreprise, Oikos et Start, qui ont vraiment bien collaboré pour faire ceci. Je sais qu'ils sont quelque part là-bas. Bravo. On va aussi organiser, à partir du mois de février, des conférences autour de 2 thématiques qui nous semblent importantes. La première, c'est entreprendre au service de la durabilité. Et la deuxième, c'est l'intrapreneuriat, donc être entrepreneur en entreprise. On aura l'immense chance d'accueillir avec nous Guy Bullock, qui est un homme extraordinaire, qui a réussi à être force de changement au sein de son entreprise et à grande échelle. Éduquer, on en a parlé. Aujourd'hui, il y a des cours en entrepreneuriat qui sont existants. On a parlé du cours de biologie, il y en a 6 en HEC. Ces cours, pour la plupart, sont ouverts à toutes les autres facultés. Donc, étudiants des autres facultés, si ça vous intéresse, renseignez-vous. Notre intention est aussi d'ouvrir un nouveau cours l'année académique prochaine qui soit totalement interdisciplinaire sur des thématiques qui vous intéressent tous. Et puis, sur le pilier éducation, on va aussi organiser des ateliers qui sont sur des compétences, ces fameuses compétences dont on a parlé. Le premier, ça sera valider son idée sur le terrain, chose bien difficile. Et enfin, activer. You Create. You Create, c'est la plateforme d'activation du Hub. C'est-à-dire que les programmes, c'est le nom des programmes que nous allons mettre en place pour vous permettre de développer et de réaliser vos idées entrepreneuriales. Il y a 3 différents besoins, 3 différents programmes. Le premier, c'est on se rend compte que vous avez des questions sur votre idée ou sur l'entrepreneuriat en général. Donc, si c'est le cas, venez nous voir, on pourra vous coacher en one-to-one. Pour ceux qui sont au début de leur démarche et qui ont une idée, qui veulent tester ou qui veulent valider, on va proposer quelque chose de nouveau qui est cet atelier d'exploration, qui est un workshop très court sur 3 soirées. Et pour ceux, enfin,
qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, qui veulent concrétiser le projet. On en a parlé, l'accélérateur UNIL, qui va passer sous la responsabilité des hubs à partir de janvier 2020. Cet accélérateur vous propose sur un programme de 4 mois complet des coachs, du mentoring, un soutien financier. Donc j'en profite pour vous informer que l'appel à projet est ouvert pour la prochaine cohorte jusqu'au 6 janvier 2020. Toutes ces activités, vous les trouverez à un endroit. On a voulu un petit peu avoir toute cette information en lien avec l'entrepreneuriat à un seul endroit. C'est le site du hub, unil/hub, qui vous permet de vous renseigner, mais aussi de vous inscrire. Le hub, c'est aussi un espace physique. Pour le moment, nous sommes à l'amphipôle avec l'accélérateur. J'ai le très, très grand plaisir de vous annoncer qu'à partir de début 2021, un nouvel espace dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation sera ouvert sur le campus. Donc il faudrait être un petit peu patient, mais ça va valoir la peine. Le Hub, c'est aussi une petite équipe qui vous aide ici avec un bel esprit entrepreneurial. Jeffrey, Mélanie, Stéphane et Benjamin. Et enfin, le Hub, c'est une communauté. On ne peut pas faire ce projet sans le faire avec vous les étudiants et les chercheurs de l'UNIL, avec le Student Advisory Board qui est d'ailleurs ouvert à toutes les associations, avec notre board qui est fait des 7 facultés du Pacte et du Biopôle, qui est là d'ailleurs. Je vous remercie pour votre soutien de la jeunesse de ce projet, avec nos alumni et nos entrepreneurs. Et au-delà de l'UNIL, avec tout l'écosystème régional qui est si riche. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de ce soir, c'est l'esprit collaboratif qui nous anime. Je pense que notre capacité régionale d'innover va dépendre de notre capacité de rassembler nos forces et de réconcilier vision technologique et humaniste. Collaborer, co-créer pour mieux contribuer. Bienvenue au Hub. Merci. Merci beaucoup, Anne. Technologie et humanité. Merci beaucoup, Anne, d'avoir fait preuve d'un esprit entrepreneurial. C'est typique ce qui vient de se passer. Conspiration des technologies pour empêcher les gens de travailler. Manque de ressources, les batteries qui tombent à plat. Improvisation, résilience. C'est les qualités qu'il faut quand on est entrepreneur. La parole est aux alumni de l'Université de Lausanne et aux étudiants entrepreneurs. Je vais d'abord accueillir une intervenante qui va nous parler en anglais. So I'm going to switch to English. She is the founder and CEO of AgroSustain. You just saw her in the video. Please help me welcome Olga Dubé. Thank you. Can you hear me? Oh, perfect. It's the first time people are all going to hear me well, huh? So, good evening, everyone. Thank you very much for your invitation, and congratulations to the Hub. I think it's going to do a lot of great things. And I'm really happy to present you AgroSustain. Oh, yeah, okay. So, in AgroSustain, we are developing natural solutions to protect the fresh crops from molds. If you look nowadays, there is a lot of problems which are happening in the environment, and one of them is molds. I think all of you are familiar with these nice images when you forget your food in the fridge for a few days and then it looks beautiful like that. So once our product is launched, you will not see it anymore, so then the food wastage will be decreased. But I'm not here to talk about our business model or anything like this, but more to present you actually how it's all started, because it all started here at the University of Lausanne. When I came first to do my PhD at the DBMV, I didn't know much about entrepreneurship, to be fair, and I thought, okay, let's go to research, and I hope I will be professor one day. It didn't work out, as you can see, but the hopes were there. So
I was working like majority of the people at the DBMV on Arabidopsis thaliana that no one of us ever saw in nature just because you don't pay attention to it. But it actually gives you a lot of hopes to identify and to understand why sometimes some plants are more resistant to molds, for example, or to understand why some plants grow better than the others. So how many of you actually are PhD now? Can you raise your hands, please? Okay. I've been there 3 years ago, and I think it was a very stressful period when you're at the end of something and you're actually thinking what's going to happen next. I was kind of comfortable doing some research. I had a permanent salary for 5 years, so what's next? Then you start searching what's in the environment. On one side, you can go to do postdoc, another security for 3 years, 5 years maximum if you're lucky. But then everyone else thinks about going to corporates. It looks pretty cool, more security, something serious, something related to business, even though we don't really know what business is. So I thought about 2 opportunities, but then at the same time, I saw such a funny expression called "Why join the Navy if you can actually be a pirate?" And I think it's pretty cool. So as I couldn't really decide what I wanted to do back then, I went to do a business concept training at the EPFL, but it's actually all the people from UNIL is also welcome there. And I was able to have my first team, which started working on a project related to what we are doing now in AgriSustain. And I think it was the first push when actually the whole story started. I was 6 months before the end of my thesis. I was like, okay, entrepreneurship sounds really cool because you can actually do something you care about a lot and something that wakes you up in the morning and you know you're super motivated to work on that. However, it's not all that nice, but you have to be very persistent to make it nice. So 2 days before the end of my PhD, I was able to discover actually the core structure of AgriSustain, our active ingredients. And then Céline Laforcade was there, and I was able to give her a call and to tell her, hello, you know, I have this molecule, I can do a paper, or shall I go to patent? And she was like, hey, let's meet up. So we meet up, I told her a bit about what I was doing, and then she told me I can apply for the InnoTrack grant, which would provide you support for 100,000 for a year. You can do a proof of concept, and you can actually understand what to do next with your project. Is it valuable or not? And I think it was 2 days before the end of my thesis, and I had 1 day to write a grant. So I did that, and then 1 week before the end of my whole PhD officially, I got the grant, and thanks to you, the whole story started that way. Then the other key thing that I realized, and luckily pretty soon on, it's very important with whom you work on your project, because you need to have someone who can be supportive to you and who can also know how to push your project further. And in this case, I was very lucky with the support of Agroscope. Agroscope is basically like EPFL, but for agriculture. So going there was the best thing possible, and I had a strong support, and we still do, from the group of mycology, who are actually developing a lot of natural solutions. So if one day you decide to do entrepreneurship, think before who can help you, because entrepreneurship is a journey of a team, it's not a journey of your own. And the other thing that's actually where the business came into place was VentureKick. VentureKick is something just basically the next door at the EPFL Innovational Park. It works as an accelerator in 3 stages, and they can provide you a lot of feedback and to help you to understand your business. The name kick is coming because they try to kick you a lot, to push you harder, but I think it's really important if you want to be successful. And thanks to their support, we were actually able to validate our business model, and we had 3 different stages. So we started talking about field applications, and we moved to saving the trees, and then on the last model, that's actually what we do now. We started to work on a post-harvest, how to secure our food for the storage facilities. And the last part, thanks to a lot of support that we had in the environment, we were actually also very lucky to find the right team. As I told you earlier, it's important to have a lot of complementary skills. You cannot be a biologist and to go to talk to clients. Well, you can, but it's a bit harder. So it's nicer if you can have someone to back you up and to teach you on the first steps how to do it, and then you can definitely do it.
And talking about ecosystem, I think we're extremely lucky in Lausanne because you can go to FIT to get some financial support, you can go to CVCIF to get some legal and also commercial support, and you can also go to SPEI. Oh, I think I forgot some. Oh yeah, no, I didn't. They can also give you a lot of financial support, actually. And thank you very much for your attention. Thank you very much, Olga. Thank you very much for the presentation and for leaving a bit of time for questions. Tell us, where do you stand with AgroSustain? Like you told us you have a team of 10 people now, but where does the company stand? Did you raise money? Do you have customers? So in total, we raised approximately 3 million Swiss francs. Around half of it was coming from grants, and I told you we're really good position here to get a lot of support, which is non-dilutive, but we also got a lot of business angels to support our company development. Mm. And you said you you validated your business model. And in her introduction, Madame la Rectrice was telling us about Yves Pigneur, you know, he's the big advocate of testing your business model. Can you tell us a bit how you did that? You mentioned these different stages. I mean, I think we're in a very good market because everyone needs our solution, but what was important to understand who is going to do application. And it's all about having a strong network and to have a right door openers, because when you just start and you don't have a lot of people around you, it takes a lot of time. But once you start having people who can actually assist you and who can introduce you to the right people, you're saving a lot of time, which is crucial for startup. But I'm raising this point because very often young entrepreneurs think that it's all about having a killer idea, and it's actually more about testing. That's all about what your market tells you. Exactly. Otherwise, which is a hard message to understand sometimes. One last question: what is the one thing you did not expect that happened in entrepreneurship that you didn't expect as a student? I expect nothing of that to start with. Because I think when you start with entrepreneurship, it's all about dream big. We all think about Facebook story or something like that. I think it's all true, but you also don't realize how many milestones are there, and each of them makes you just stronger. Thank you very much. Pleasure. Olga Dubé. Thank you, Olga. Et maintenant, on va continuer en français avec notre prochain intervenant. Il est avocat de formation, mais maintenant il est devenu fondateur de Bory Legal et cofondateur de Lendora dans un domaine très très chaud qui s'appelle la Legal Tech. Je vous demande de l'applaudir, Jonathan Bory. Avancez un petit peu, voilà, hop, très bien. Merci beaucoup, Laurent. Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être ici. Je suis venu pour parler un peu de mon expérience d'entrepreneur qui a commencé par des admirations de personnes qui ne sont pas nécessairement dans les startups technologiques, des personnes qui sont dans la politique, des personnes qui sont actives dans le monde du cinéma, dans le monde de la littérature, de l'éducation. Donc c'était des admirations, et puis ces admirations, elles ont donné lieu à des vidéos que j'ai regardées, j'ai commencé à suivre des podcasts, j'ai lu pas mal de bouquins sur ces questions. Mais durant mon cursus universitaire, je n'ai, pour ainsi dire, pas du tout entrepris. J'ai vraiment été un étudiant en droit tout à fait classique, en commençant par un bachelor, ensuite un master. J'ai fait une année Erasmus où j'ai beaucoup fait la fête. Ensuite, j'ai commencé le stage d'avocat, donc 2 ans de stage d'avocat. Puis j'ai rejoint une grande étude à Genève, qui m'a offert un salaire tout à fait décent. Et c'est vrai qu'assez rapidement, je me suis ennuyé. Assez rapidement, j'ai réalisé que je me sentais un peu asphyxié intellectuellement par la défense de ces grands clients bancaires que je ne rencontrais que rarement. Et donc, je suis revenu à l'université pour faire un doctorat. Et la réalité, c'était pour retrouver la maîtrise de mon temps. Donc, je suis revenu à l'université pour trouver la maîtrise de mon temps. Et ça a coïncidé avec la prise de contact par 2 copains à moi du gymnase, donc un alumni HEC et un alumni de Sciences Po, qui voulaient absolument être entrepreneurs. Donc, c'est des personnes qui se retrouvaient le week-end pour trouver des idées. D'abord, leur idée, c'était de faire une espèce de food truck, mais pour les costumes.
Donc ils voulaient se retrouver à Genève, se mettre devant les banques avec leurs petits camions et puis faire des costumes sur mesure pour voilà, faire fortune dans cette discipline. Heureusement, ils ont assez rapidement changé d'avis et puis ils ont développé une idée qui vient des États-Unis avec Lending Club, qui est le prêt entre particuliers, donc le crowdlending. Et le développement de cette idée nous a permis d'aboutir, il y a maintenant quelques mois, à une importante levée de fonds. Mais entre les deux, entre le moment où ils sont venus me voir et puis la levée de fonds, il y a eu quelques étapes un peu compliquées, un parcours un peu sinueux. Je pense d'abord à... Donc ils sont venus me voir en imaginant que... Alors j'étais avocat, ils m'ont prêté des compétences juridiques en pensant que l'étude de droit nous permettait d'apprendre certaines choses. Et moi je me suis dit c'est une bonne occasion d'exploiter ce quiproquo. Donc j'ai commencé à travailler avec eux. Et au moment du début de notre collaboration, bah, c'était assez complexe parce que c'est dans le domaine financier. Donc les services financiers sont régulés par la FINMA en Suisse et c'est un peu une jungle réglementaire dans laquelle il a fallu défricher pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver des solutions. Et puis une fois ces solutions trouvées, on s'est dit ok, on y va, on avance. Mais on voulait faire une plateforme technologique de mise en contact d'investisseurs avec des emprunteurs et on n'avait pas du tout de compétences technologiques. Et moi, à cette époque, j'étais aux États-Unis, j'étais à New York pour mon doctorat. Et j'ai un copain qui travaillait chez IBM, un docteur en informatique de l'EPFL, qu'on a embarqué dans l'équipe, qui s'appelle Philippe Souter. Et puis, il a permis de développer la plateforme sécurisée, fiable. On a pu véritablement développer un produit solide. Après, il nous fallait encore créer une société pour pouvoir obtenir les autorisations nécessaires. Et donc là, on n'avait pas non plus de compétences, on n'avait pas tellement de fric non plus. Donc on s'est adressé à un copain qui a les poches plus profondes que nous. Et puis il nous a permis de mettre les 100 000 francs de base pour pouvoir créer une société, évidemment contre une partie du capital. Et donc une fois cette base obtenue, on a décidé de se lancer. On était 5 cofondateurs, ce qui est assez nombreux. Et puis on s'est lancé sur l'activité de crowdlending. Notre activité a d'abord fait face à des difficultés. On devait obtenir le statut d'intermédiaire financier. Et puis intermédiaire financier, c'est habituellement pour des gestionnaires de fortune classiques. Et nous, avec notre modèle d'affaires novateur, on n'était pas compris. Donc ils ont considéré qu'ils ne voulaient pas de nous. Ensuite, on a été voir plusieurs organismes d'autorégulation, on a discuté avec la FINMA, et petit à petit, avec le support de certains esprits éclairés de la FINMA, et puis on a obtenu cette autorisation avec une petite structure Polyreg qui est à Zurich et qui est à Neuchâtel. Et donc, ce n'était pas la fin des embûches, on a continué, alors qu'on a obtenu ce statut, on a pu ouvrir un compte bancaire. Une fois qu'on avait un compte bancaire, on voulait faire nos premières transactions, donc les premières personnes qui voulaient emprunter pour financer une formation complémentaire se sont adressées à nous, on a trouvé une communauté d'investisseurs qui étaient d'accord de leur prêter, et puis là, la banque a bloqué nos comptes, parce qu'ils ont dit on ne comprend pas ce système financier, donc on ne va pas accepter cette transaction. Puis heureusement, j'ai un de mes voisins qui a un poste important chez Swissquote, donc on a été le voir, et puis on a changé de banque, on a été chez Swissquote, on a fait un partenariat avec eux, puis ils ont finalement accepté qu'on puisse faire ces transactions, et donc les premiers prêts ont pu être faits. Et puis après toutes ces difficultés, on a eu un petit coup de pouce de l'univers quand même, parce que la FINMA s'est dit, c'est quand même une belle opportunité, c'est FinTech, on en a beaucoup parlé, c'est devenu vraiment très trendy. Et puis il y a eu un assouplissement du cadre légal. Alors à l'époque, on avait 7 jours pour faire transiter les fonds des investisseurs jusqu'aux emprunteurs. Et puis cette durée a été étendue à 60 jours, ce qui nous a permis vraiment de pouvoir faire des campagnes de levée de fonds pour nos emprunteurs. Et puis on a eu un petit coup de pouce aussi de visibilité, parce qu'on a pu passer au 19h30. Et le 19h30, ça a été un tremplin génial pour nous faire connaître du public. Et puis quelques mois ont passé, puis on s'est fait contacter par un investisseur, et puis on a entré en négociation, alors ce n'était pas toujours évident, mais on a levé des fonds, on a un peu plus d'1,5 million maintenant comme capital, on a plus de 2 millions qui ont été prêtés à coût de petits prêts de 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 parfois jusqu'à 100 000, et ça nous a permis véritablement de décoller. On a plus de 4 employés à 100%, on est 6 membres du conseil d'administration très actifs, et donc on double le volume de prêts chaque mois, on double le volume de prêts chaque mois, ce qui est mieux que chaque année, et donc c'est une croissance forte. Je voulais encore parler un instant d'un autre projet, qui est un projet qu'on est en train de mettre en place maintenant avec un confrère qui s'appelle Florian Ducommun. Donc au sein de l'Endora, moi j'ai encore un rôle de stratégie, j'ai un rôle légal, mais j'y consacre pas tout mon temps, j'ai aussi une étude d'avocat, et puis là on essaie maintenant d'apporter l'innovation dans mon monde des avocats.
Et dans le cadre de cette étude, l'idée, c'est d'utiliser la technologie et l'intelligence artificielle pour optimiser les processus juridiques, que ce soit pour rédiger un contrat, pour lever des fonds, pour obtenir une autorisation étatique. Donc on essaie véritablement de rendre ces aspects beaucoup plus simples pour permettre aux entrepreneurs et aux entreprises de surmonter les barrières juridiques pour qu'ils puissent se concentrer sur la création de valeur et non sur le legal paperwork. C'est un projet qui est en cours, on va le lancer publiquement dans 2 semaines, donc j'en dis pas encore trop, mais je voulais simplement évoquer ce nouveau projet entrepreneurial. Et puis un mot sur le rôle de l'université. Moi je suis ravi de voir Anne Haddon lancer ce hub. Je suis particulièrement ravi parce que c'est pour moi une approche interdisciplinaire. Dans mon doctorat, j'ai véritablement été chercher dans la sociologie, dans la philosophie, dans la psychologie, dans les neurosciences pour essayer d'améliorer la compréhension du droit et en particulier du droit des contrats sur la notion de consentement. Et je suis un convaincu de l'approche interdisciplinaire. Et je pense que vous apportez des choses qui parfois manquent à l'Uni en lien avec la pratique. Et franchement, ce qui me touche, c'est que vous allez permettre de mettre en lien, donc de créer du réseau, vous allez permettre, au-delà de la compétence qui est acquise à l'université, il y a également la mise en lien de talents que je vois comme une véritable avancée dans l'écosystème qui manquait probablement à l'université de Lausanne. Un dernier conseil, un conseil pour les jeunes entrepreneurs qui sont ici. Alors, je ne suis pas tellement légitime parce que je crois encore être un peu un jeune entrepreneur, mais je me permets de vous dire que les conseils, il ne faut pas trop les écouter. Donc, pas trop écouter les conseils, vous écoutez vous, essayez de comprendre des choses qui vous touchent ou les solutions que vous pourriez trouver à des problèmes que vous identifiez, parce que si vous avez ce problème, probablement qu'il y a des milliers d'autres personnes qui ont le même problème. Et aussi, autre chose, je pense, qui est fondamentale, c'est d'essayer de servir des valeurs ou des choses qui vous intéressent, parce que vous serez beaucoup plus à même de vendre un projet s'il vous parle, s'il correspond à vos valeurs. En tout cas, longue vie au Hub Entrepreneuriat et Innovation, et merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci Jonathan. Alors, information contradictoire dans ta présentation. Donc, tu commences, tu dis le week-end on faisait la fête, et après tu dis le week-end on cherchait des idées d'entreprise. On essaie les gens aimeraient savoir comment ça se passe, fête ou chercher des idées de start-up. Alors moi, j'ai étudié à l'université de Fribourg, et puis s'il y a quelques personnes qui ont été à Fribourg, les gens font la fête en semaine. C'est toute la première chose. Donc le lundi, il y avait un lundi popu, où il y avait des bières à 2 francs, et je buvais encore de la bière à l'époque. Maintenant, je suis au champagne. Forcément, 1,5 million levé, rappelez-vous. Merci. C'est une blague. Donc, quand je parlais du travail des week-ends, c'est mes 2 associés, donc je vais les nommer, Simon Pelletier et Denis Borchberg, qui étaient à la base, qui travaillaient, ils voulaient absolument être entrepreneurs et ils cherchaient des idées. Donc, ils phosphoraient le week-end. Moi, je ne faisais pas encore partie de l'équipe à ce moment-là. C'est après coup qu'ils sont venus me retrouver. D'accord. Moi, je pensais que la cardinale, ça a aidé à avoir des idées, mais apparemment pas. Le secret de la réussite, selon Jonathan Bory, donc un voisin banquier, un coloc programmeur, le téléphone de Darius Rochebin, un copain avec les poches profondes. C'est comme ça. Mais ma question, que faisait Édouard Baird sur ce slide d'ouverture? C'est une très bonne question. Donc peut-être sur la formule magique, il est fondamental à mon avis d'avoir des cofondateurs de qualité. Je pense que c'est très compliqué d'être tout seul et puis de mouliner dans son coin. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer d'enrichir l'équipe par des disciplines différentes. Et c'est là où ça rejoint le Hub avec ses 7 facultés. C'est que moi, j'ai vraiment eu des gens qui sont des amis du gymnase. Le gymnase, on était encore mélangés dans les classes. Et c'est vrai que c'est de l'interdisciplinaire. On a eu un PhD de l'EPFL, on a eu un alumni d'HEC, un alumni de Sciences Po, et vraiment, ça a permis de créer une dynamique constructive. Sur la question d'Édouard Baird, donc je suis absolument fan d'Édouard Baird, je pense que c'est un très grand créateur. Il a lancé donc, non seulement des spectacles, mais aussi des émissions radio. Et il innove en permanence dans la capacité de dire, d'oser, de bousculer le statu quo, bousculer l'ordre établi dans le domaine des acteurs. Merci beaucoup, Jonathan Bory. Merci à vous. Merci beaucoup. Je reprends la télécommande. Et la question qui m'interpelle à la fin de cette présentation, c'est le cofondateur devient-il encore plus idéal quand on boit plus de bière ? Peut-être. Notre prochaine intervenante,
Je crois que j'ai fait sa première scène en Suisse romande. C'était avec moi en 2013. Elle est cofondatrice de Seedstars World. Elle est alumni d'HEC. Je vous demande d'accueillir Alizée de Tonac. Oui, effectivement, c'était un de nos premiers supporters de l'époque. Donc, je voulais un peu vous raconter mon parcours parce que je suis aussi un alumni de HEC Lausanne. La vérité, c'est que suite à HEC, j'ai fait la Bocconi et j'ai voulu tout de suite enchaîner sur ce que pour moi était important, donc me retrouver dans une grande boîte avec une belle marque, si possible des beaux produits. Et donc, je me suis retrouvée à vendre des rouges à lèvres très chers. Donc même si j'ai beaucoup appris, très vite je me suis retrouvée dans une situation d'inconfort et je pense que ça m'avait encore plus frappée quand j'avais vu cette citation d'Eleanor Roosevelt qui disait « Faites une chose chaque jour qui vous fait peur ». Et ça m'avait frappée à quel point je me faisais absolument pas peur à aucun jour. D'ailleurs ce soir, ce qui me fera peur, c'est de vous parler en français pour les prochaines 8 minutes. Mais donc en voyant ça et peut-être également ce slide du blog, je pense que certains de vous connaissent Wait But Why. Ça m'avait également frappé de voir que l'on pouvait mettre toutes les semaines d'une vie dans seulement un slide et de voir qu'à quel point quelque part notre vie était insignifiante et en même temps il ne fallait pas espérer avoir de la valeur sur des années mais au contraire s'assurer que c'était on a weekly basis, chaque semaine, qu'on se donnait un sens parce que sinon je ne sais pas si j'avais envie en tout cas de continuer avec ce parcours professionnel. Donc en 2013, j'ai eu la chance de rencontrer mes cofondateurs et je suis partie à l'aventure. J'ai quitté un peu ce postcard perfect Switzerland, donc cette image assez idéale, à une image beaucoup plus chaotique. Et là, c'est les rues de Lagos, la capitale économique du Nigeria, qui est estimée un pays de plus de 200 millions de personnes. Donc ça a été un tour du monde de 20 pays et j'ai eu la chance aussi de vivre au Nigeria pendant 1 an. Donc pour vous expliquer un peu ce qu'on a construit, Seedstars, on a essayé de surfer 3 tendances qui nous ont paru extrêmement intéressantes. Celle de la montée en puissance des pays émergents. Aujourd'hui, ça représente plus de 85% de la population, mais on parle que les jeunes en dessous de 30 ans, plus de 90% résident dans les pays émergents. Donc toute la force de travail se trouve là-bas. Également, il y a aussi la démocratisation de la technologie, donc aussi l'opportunité de vraiment avoir un impact sur la masse. Il faut se rappeler que ça nous a pris plus de 100 ans pour arriver à 1 milliard de consommateurs du téléphone fixe et moins de 10 ans pour 1 milliard de consommateurs pour le smartphone. Et donc, on voit bien évidemment qu'il y a une adoption en masse de nouvelles technologies qui se fait de plus en plus rapidement. Et donc, dans ces marchés-là, on a toutes nos chances d'entreprendre et de pouvoir avoir un impact et disrupter les différentes industries. Et finalement, aussi, une montée en puissance de cette génération, donc qui a souvent été nommée autour des millennials, mais maintenant, je pense que beaucoup d'entre vous représentez la génération suivante, qui est une génération qui veut entreprendre, mais surtout, comme on l'a dit, une génération qui est convaincue que le succès économique va avec le succès de l'impact. Okay? Profit and purpose go hand in hand. Et ça, c'était très fort parce que c'est aussi un moment très intéressant de rentrer et d'essayer de redéfinir le modèle d'affaires et comment faire du business. Donc, nous, on a voulu avant tout investir dans ces jeunes sociétés dans les pays émergents. Et très vite, quand on s'est confronté au marché, on a réalisé que si on voulait investir, il y avait 2 options. Soit on attendait pour que l'écosystème il mature et qu'on se retrouve avec des business qui sont plus solides, soit on participait à la construction de l'infrastructure qui permettrait à créer plus de sociétés et de meilleure qualité. Là, c'est frappant juste de voir la différence entre le nombre d'accélérateurs, incubateurs, réseaux d'investisseurs à Londres en comparaison avec ce qu'on peut voir à Dar es Salaam, la capitale de Tanzanie, où on a lancé notre dernier campus pour entrepreneurs.
Donc concrètement, d'un côté, on a essayé à développer l'infrastructure à travers une compétition de start-up. Et donc on a par exemple, notre gagnant de l'année dernière, Francis du Ghana, il crée un marketplace entre les agriculteurs et les acheteurs internationaux. Et aujourd'hui, il se retrouve à lui-même être l'acheteur, lui-même avoir les factories, donc les lieux pour conserver la matière première, et aussi une banque qui maintenant apporte des crédits pour augmenter la capacité de production de ces entrepreneurs. On a également des espaces physiques pour un peu consolider notre réseau, mais aussi nos différents programmes qui sont similaires aux programmes que vous pouvez retrouver ici, d'accélération académique, pour essayer d'apporter toute cette infrastructure qui souvent ils ne peuvent pas retrouver dans leurs universités locales. Et bien évidemment, continuer à faire l'investissement. On se retrouve en Europe, au-dessus un peu du portefeuille du impact investing, mais la vérité c'est qu'on se retrouve à investir dans ces marchés-là par défaut. C'est vrai qu'on se retrouve à résoudre des gros challenges au niveau de la santé, l'agriculture, l'éducation ou encore les paiements. Donc on a maintenant un portefeuille de 40aine d'investissements, les derniers qui ont été faits en Bolivie, en Birmanie et au Nigeria, et on espère continuer à augmenter ce nombre d'investissements. En pensant un peu à quand j'étais à l'université, est-ce que j'aurais aimé, je dis comprendre, pas que j'aurais aimé espérer qu'on me dise, parce que je pense que beaucoup de gens l'ont dit, mais je n'ai juste pas écouté, c'était sortir de sa zone de confort dans le sens où c'est vrai que toutes mes meilleures décisions et expériences ont été aussi à ce moment où j'avais quand même vachement envie d'en vomir ou d'être mal à l'aise tellement ça me mettait hors de mon confort. Mais toutes mes expériences m'ont vraiment montré que moins je planifiais, plus proche je me retrouvais de la réalité et plus proche je me retrouvais à des expériences assez magiques ou en tout cas des expériences qu'aujourd'hui j'aime partager parce que je trouve qu'elles me définissent. Une autre et en même temps, ce sont également devenues les valeurs de notre boîte quand on recrute les gens. Donc une autre valeur, c'est aussi Independently Together. Je pense que maintenant, on est 200 collaborateurs au sein de Seedstars et on voyait que chaque année, quand on grandissait, on perdait aussi l'autonomie, qui était quelque chose qui nous identifiait plus du tout, mais aussi on avait de plus en plus de mal de retenir et d'attirer les meilleurs talents, parce que vous êtes une génération qui a besoin d'autonomie et qui a besoin d'entreprendre, et si ce n'est pas entreprendre avec votre propre boîte, vous voulez entreprendre au sein d'une mission et d'une organisation. Et donc on s'est retrouvés vraiment à apprendre de Netflix, de Spotify, de ces nouvelles structures qui essayent de vraiment créer un flat management et une décentralisation des équipes pour que nous, on représente avant tout une plateforme d'entrepreneurs, donc une plateforme de micro-entreprises qui se réunissent autour d'une mission, qui s'identifient autour de valeurs et qui, bien évidemment, aussi ont une certaine structure et des objectifs définis ensemble. Et je pense, dans le fondamental dans tout ça, c'est que j'ai tellement appris de mes cofondateurs qui m'expliquaient quand on était en train de construire notre équipe de base, la meilleure chance qu'on a de réussir, c'est si on se choisit en fonction de nos valeurs et pas en fonction de nos compétences. Et je pense que ça fait toute la différence. Et aujourd'hui, 8 ans plus tard, on est les mêmes cofondateurs et on a un peu signé symboliquement pour encore 8 ans parce qu'on s'est identifié avec nos valeurs, donc on s'est retrouvés dans les moments les plus dingues comme les moments les plus difficiles. Get shit done, je pense que j'ai réussi très bien mes études parce que j'avais une to-do list de dingue et c'est vrai que je suis un peu une machine opérationnelle, donc pour moi c'était les meilleures notes, je mémorisais sans rien comprendre, ça m'a pas beaucoup aidé et je réalise que maintenant j'utilise beaucoup cette matrice qui fait toute la différence aujourd'hui que je gère une société, qui est celle de la matrice Eisenhower qui est souvent présentée, que je vous conseille d'utiliser dans vos vies personnelles comme professionnelles pour essayer d'identifier qu'est-ce qui est important, urgent, qu'est-ce qui est important, pas urgent, et après déléguer, automatiser, éliminer le reste. Et bien évidemment, croire au failure, parce que c'est la chose la plus humaine. Pour les femmes, je stéréotype quand je dis les femmes, mais il y a un peu ce syndrome d'imposteur, parce que j'ai vu souvent dans mes talents, les hommes savent se vendre et les femmes, on peut sous-estimer très vite.
Et donc, pour ça, moi, j'ai réussi un peu à gérer ce syndrome en m'entourant de personnes que je peux appeler à n'importe quel moment qui vont m'assurer de ne pas perdre des opportunités parce que je me suis convaincue que je n'étais pas la personne juste pour cette position ou pour cette opportunité. Et bien évidemment, c'est tellement dur, tout le processus. Ça fait 7 ans, on n'est qu'au début. Donc, il faut trouver des moments pour rire tout le temps. Et je ne sais pas quel va être votre medium to laugh, mais assez rêver de rigoler, sinon ça peut être des moments très difficiles. Et donc, je veux finir avec cette citation qui, pour moi, est la plus belle pour expliquer l'échec au sens large et que je dois dire en anglais parce que je pense qu'elle n'a pas le même impact. Some failure in life is inevitable. It is impossible to live without failing at something unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all. In which case, you fail by default. Merci beaucoup. Alizée de Tonac, l'autre personne avec moi en Suisse romande qui est capable de vous montrer 50 slides en 10 minutes. Très très fort. Je me disais en voyant ton slide sur comment vivre cette différence entre le plan comme ça et puis le chaos, en fait il y en a deux. Il y a fonder une start-up, devenir parent. Je vois comme moi tu fais les deux. Voilà, c'est une bonne façon. Rapidement, Alizée, tu as commencé ta carrière dans une grande entreprise. Aujourd'hui, Seedstars collabore avec des grandes entreprises. Est-ce que tu peux nous parler du rôle en fait de ces différents intervenants? Comment en fait on a besoin de start-up, mais on a aussi besoin des grands groupes. Comment est-ce que les deux peuvent travailler ensemble? Ils doivent travailler ensemble et en plus, il faut rajouter là-dedans également le gouvernement parce que quand les startups elles ont pris une certaine taille, c'est très difficile de continuer à réussir en isolement. Et même avec les corporates qui deviennent très vite les clients, les suppliers ou les partenaires investisseurs. Donc, au contraire, nous, on essaie de les faire participer le plus tôt possible. Maintenant, il y a énormément d'éducation à faire sur ce concept toujours de open innovation et aussi de comprendre cette nouvelle culture et cette nouvelle génération de talents. Merci beaucoup. Merci. Alizée de Tonac. Merci Alizée. C'était dit en intro, mais le but c'est entrepreneuriat et intrapreneuriat. Et je crois qu'un des grands changements qu'il y a aujourd'hui dans l'écosystème, c'est qu'on comprend que les entreprises ont leur place et qu'elles ont leur rôle à jouer et qu'en effet, on doit être dans la complémentarité entre les différents acteurs académiques, gouvernementaux, grandes entreprises et start-up. Maintenant, nous allons entendre des étudiants entrepreneurs qui vont venir vous raconter leur histoire. Alors, c'est une discussion qui va être animée par la maître d'enseignement et de recherche de la faculté des géosciences et de l'environnement, Sophie Swanton, que je vous demande d'accueillir, accompagnée de 4 étudiants, Thomas Verduin, Constantin Nifatchev, Brian Miola et Elias Merdad. On les applaudit. Bonsoir. Alors, on a vu tout à l'heure quelques vidéos avec le projet de légumes perchés. Avant de revenir vers vous, je me tourne donc vers Brian et Elias. Body United, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre projet et qu'est-ce qui vous a motivé pour le mettre en œuvre? Alors, Body United, c'est une start-up qu'on a créée maintenant il y a un peu plus d'une année et demie. On fait de l'électrosimulation, donc je pense que la plupart d'entre vous savent ce que c'est le principe du complexe que les physios utilisent pour soigner les contractures ou même la rééducation physique. Nous, on le fait dans nos entraînements, en fait, on utilise l'électrosimulation pour décupler en fait les forces contractiles. Si on doit parler en termes de chiffres, alors voilà, il faut toujours les prendre avec des pincettes. Selon les études, 20 minutes d'électrostimulation sont l'équivalent de 4 heures d'entraînement en salle de fitness. Et qu'est-ce qui vous a donné le déclic pour faire ce projet? Alors c'est vrai que nous, on s'est connus au sein de l'université, on est en sciences du sport, les deux. Et c'est vrai qu'on avait le projet de travailler pour nous-mêmes, de créer de nos mains quelque chose. C'est vrai qu'on avait des jobs d'étudiants par-ci par-là, toujours en intérim, et puis on ne voyait pas vraiment de sens à ces choses-là. Du coup, un jour, on s'est donné rendez-vous pendant les vacances d'été, à la banane.
On a bu un café et on s'est dit, mais pourquoi pas nous se lancer là-dedans? On avait testé la technologie, donc l'électrostimulation auprès d'un coach. Donc c'était au début qu'on s'est un peu arrivé sur le marché dans le canton de Vaud. Et on s'est dit, cette technologie, elle est géniale, mais le coach était nul. Du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas faire ça nous-mêmes, rentrer sur le marché en allant chez les gens. Et de fil en aiguille, on a connu du monde. Et puis aujourd'hui, on est au sein d'un centre bien-être. D'accord, merci. Constantin et Thomas, est-ce que vous aussi, c'est autour d'un café? Qu'est-ce qui vous a, à défaut d'une bière, je ne sais rien, mais qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette aventure de légumes perchés? Alors nous, c'était plutôt après avoir fini un rapport qu'on devait rendre justement pour des cours. On était une bande d'amis et on n'en pouvait plus en fait de cette malbouffe. On mangeait des raviolis en conserve après avoir fini. Et on s'est dit, il faut agir, mais on ne savait pas comment. Et on allait à un concours, donc un hackathon. On doit travailler pendant 48 heures. Et on a remporté en fait ce hackathon. À la base, on avait zéro idée de comment agir. Et au final, notre but, c'était de rapprocher une alimentation saine de nous, des citoyens urbains. Et donc, on a gagné ce concours. Et après, on était complètement perdus. On a entendu avant les autres alumni parler des contacts qui sont très utiles. On n'en avait pas. Et on est rentré dans l'HEC Accélérateur pour nous aider à développer le projet après. Donc, vous êtes bien 4 étudiants? Oui. Donc, ce qui veut dire que vous avez vraiment monté votre projet en étant étudiant, avant même la fin de vos études. Donc, pouvez-vous nous en dire plus sur comment vous avez réussi à être étudiant entrepreneur? Comment vous avez mélangé ces deux casquettes? C'est pas facile tous les jours. Honnêtement, moi, j'ai manqué des cours. Il y a des cours où je suis pas allé. Et puis, voilà, désolé. Mais en fait, il faut prioriser par rapport au travail qu'on a envie de faire pour notre projet, le travail qu'on peut faire en liberté académique grâce à nos cours de l'UNIL, et puis ça a bien aidé. C'est vrai que cette aventure, c'est difficile de gérer justement ses cours, les révisions, puis aussi la vie sociale à côté. Mais après, justement, cette aventure d'entrepreneuriat, ça nous permet en fait de développer justement des compétences comme la gestion du temps, l'organisation, et puis ça nous permet justement de faire ce qu'on aime, quoi. Alors, on a entendu parler d'erreurs tout à l'heure, de difficultés, puisque quand on voit la vidéo, ça a l'air facile, il y a un projet, vous répondez à un appel. Quelles sont les erreurs que vous avez pu faire, que vous continuez à faire? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Il y en a bien quand même. Nous, je pense, on en a parlé plusieurs fois, notre plus grande difficulté, c'était déjà de par notre légitimité, aller voir les gens et les convaincre. En tant qu'étudiant, on n'avait pas encore de papier officiel. Du coup, c'est vrai qu'on s'est dit, mais éthiquement, est-ce qu'on peut se permettre de faire ça? Donc on s'est dit, alors on va aller voir les médecins du sport, on va aller voir des physios, on va aller leur parler de notre projet. Et puis voilà, eux qui sont dans le domaine de la santé depuis plusieurs années, est-ce qu'il y a possibilité de faire quelque chose? Et c'est vrai que on a été surpris en bien. Tout le monde nous a dit, mais les gars, vous êtes dynamiques, vous êtes jeunes, vous avez envie, vous voyez ça tous les jours, donc vous êtes en plein dedans. Moi, je pense qu'il faut juste se lancer et puis vos clients vous diront si ça va ou ça va pas. Puis on a eu la chance de convaincre nos clients et puis aujourd'hui, on est très contents. Alors, une erreur peut-être, donc je suis en HEC et une des premières fois où j'ai pitché, j'ai peut-être un peu trop vendu le projet et à la fin des investisseurs ou des clients sont venus nous voir pour voir comment ça fonctionne et ça c'était seulement au tout début. Je me suis rendu compte que j'avais aucune compétence peut-être en ingénierie de sciences de la vie ou en agronomie et c'est là où en fait de cette erreur j'ai appris et j'ai dû m'entourer de personnes comme ici Constantin qui est diététicien avec son premier bachelor qui ont les compétences que je n'ai pas. Et après, j'ai aussi rencontré du coup des difficultés, c'est-à-dire aujourd'hui, dans Légumes Perchés, on a environ 12 disciplines, donc des ingénieurs en mécanique, en agronomie, en psychologie, et il faut tous les gérer. Et alors là, je me suis rendu compte que c'est vraiment compliqué pour gérer tous ces emplois de temps, tous ces cours, et même faire une séance photo ensemble, c'était un gros challenge. Alors, interdisciplinarité, c'est un terme qui vous parle. Est-ce que pour vous, ça a été une stratégie de résilience, précisément? Je reformule, sinon, le fait d'avoir des compétences transversales, quand même, c'était très utile. Vous confirmez? De ne pas être que HEC ou que SSP, vous avez vous-même des parcours différents. Est-ce que ça vous a été utile, plus généralement? Oui, en fait, ça aide de ne pas être tout seul, parce que tant qu'on se retrouve dans un projet concret,
Et on se rend compte qu'on n'a pas l'expertise totale pour le réaliser. Du coup, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un pour se reposer dessus. C'est vrai que nous, à la base, avant les études, Elias était déjà dans le domaine de la santé. Moi, j'avais fait une formation en banque. Donc, c'est vrai que pour le début, je dirais cette pluridisciplinarité, elle nous a quand même aidé. Pour, par exemple, moi, faire le business plan. Lui, pour comment se comporter en clientèle quand on a de la rééducation physique avec des gens qui ont eu des blessures comme ça. Mais je dirais que ça, c'est vraiment que le 5% de tout ce qu'on fait, en fait. On avait quand même des compétences à la base, mais tout ce qu'on a développé, c'est vraiment énorme comparé aux compétences qu'on avait à la base. Donc, c'est vrai qu'on a appris tous les jours. Et puis aujourd'hui, même si on n'avait pas eu de compétences dans le domaine bancaire ou bien dans la santé au début, on se serait quand même lancé parce que on a considéré vraiment dans notre projet qu'on partait vraiment de zéro. Et donc je pense qu'on n'a pas besoin de compétences particulières, vu que tous les jours, on en acquiert en fait. Alors justement, pardon. J'ai peut-être juste une chose à rajouter par rapport aux compétences, où c'est vraiment important. Quand j'ai commencé le projet, je pensais que j'allais être sur tous les toits de Lausanne et la Suisse avec les potagers au bout de 3 mois. Et là, il y a notre coach donc de l'accélérateur, Nadine Reichenthal, qui me dit « ça va pas marcher comme ça, on va faire 2-3 appels ». Et là, on a contacté vraiment des personnes qui m'ont ri au nez en disant « mais attention mon coco, tu connais rien du tout aux portances d'un toit et tout ça ». Et là, ils m'ont mis en contact et après, j'ai appris en fait. Je trouve ça extrêmement intéressant. Il y a énormément d'étudiants qui vous écoutent. Les conseils étant faits, on l'a vu, pour ne pas être suivis. Est-ce que malgré tout, vous auriez un conseil à donner aujourd'hui aux jeunes étudiants entrepreneurs de l'UNI ? Je dirais, si on a une idée, avant de se demander comment on va la faire pour la réaliser, demandez-vous en fait pourquoi vous voulez le faire. Ce n'est pas tous les jours facile de lancer un projet. Et si on sait intrinsèquement pourquoi on veut le faire, on a toujours la force de continuer. Vu qu'on est à l'université, on a toujours cette vision en fait de réussir par réussir. Donc là, le monde justement de l'entrepreneuriat, c'est magnifique parce que même si on échoue, en fait, c'est un apprentissage. Donc, il ne faut pas avoir la peur de l'échec, puis vraiment oser, puis y aller, quoi. Et dernière étape pour vous maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? La fin des études, j'imagine, mais quelle est la prochaine étape ? C'est vrai que depuis le début de notre projet, c'est sûr qu'on avait, c'est notre bébé, c'est sûr qu'on monte quelque chose, on travaille tous les jours dessus, mais c'est vrai qu'avoir quand même notre bachelor, on est à 6 mois du bachelor, donc c'est quand même le plus important. Mais bien sûr, nous, si on arrive à vivre de ça dans le futur, c'est sûr que ça serait l'idéal, quoi. Alors pour moi personnellement, ça sera finir mon mémoire aussi en système d'information. Et en parallèle aussi, la prochaine étape pour Légumes Perchés, c'est on vient tout juste de signer un contrat où nous réalisons donc notre idée de base, c'est-à-dire être sur 3000 m² de toiture à Crissier. On va gérer les habitants et les potagers dans ce quartier. Merci beaucoup, bravo et puis bonne chance pour la suite alors. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Alors, tellement de choses à dire. Manger des raviolis en boîte, apprendre par cœur sans comprendre, faire la fête le week-end, ne pas aller au cours. J'ai jamais vu une aussi bonne pub pour une université. Je pense qu'on va avoir un pic d'inscription à l'UNIL. Merci beaucoup à tous. Et je note aussi, moi à mon époque, vous savez, les bâtiments, ils avaient d'autres noms. Alors, l'internef, il s'appelait le BFSH1. Bâtiment de la faculté des sciences humaines 1. Et celui que vous appelez maintenant l'Anthropole, c'était le BFSH2. Et par contre, je suis content de voir que la banane s'appelle toujours la banane. Ça ne change pas. Maintenant, nous allons parler de la Global Entrepreneurship Week. Et pour nous présenter cette initiative, je vous demande d'accueillir Hugo Fenoli d'HEC Espace Entreprise. Bienvenue Hugo. Hugo qui a des supporters, mais pas de micro. Alors, si je te donne le micro, il faut que les supporters sortent, par contre. Non, ok, c'est bon, on va faire les deux. Voilà. Merci. Hugo, qu'est-ce que c'est la Global Entrepreneurship Week ? Alors, très bonne question. La Global Entrepreneurship Week, c'est donc un événement qui a lieu en simultané dans plus de 170 pays, comme vous l'avez dit au tout début, qui va toucher plus de 10 millions d'étudiants.
Donc voilà, le but c'est vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat, de montrer que même si on est un étudiant, on peut entreprendre. Pour celles et ceux d'entre vous qui auraient connu la SDE, la semaine de l'entrepreneuriat, dans les années passées que la HEC Espace Entreprise organisait depuis 2015, en fait on peut dire que la GEW vient remplacer cette SDE pour lui donner une envergure plus internationale et bien sûr cette ouverture interfacultaire beaucoup plus importante qu'auparavant. Alors qui organise cette semaine ? Alors c'est certainement la question la plus importante de ce soir. La HEC Espace Entreprise garde l'organisation générale. On a voulu faire un événement par les étudiants et pour les étudiants. On a aussi donc collaboré avec plusieurs associations, donc deux majeures, que sont Start Lausanne et Oikos Lausanne, que vous connaissez certainement, mais aussi d'autres associations qui vont organiser un événement dans la semaine, notamment Askins, IESEC, Unilive et Fédéron. Bien sûr, tout ce projet n'aurait pas été réalisable sans la formidable aide de la faculté des HEC, représentée ce soir par Madame Déborah Koya et Monsieur Jean-Philippe Bonardi, que je me permets de saluer, mais aussi sans les précieux conseils et avis avisés du hub présent ce soir, que je salue également. Quelles sont les thématiques de cette semaine ? Alors en effet, il y a des thématiques. Dans une optique d'ouverture interfacultaire, on a voulu mettre en avant plusieurs sujets pour que tout le monde trouve sa place dans cette semaine et vraiment montrer qu'il y aura forcément un événement pour vous. On a donc fait la durabilité, la culture et le sport, ainsi que la santé et la nutrition, pour être sûr que parmi les 7 facultés, chaque étudiant trouve un événement qui lui correspond. Comment est-ce qu'on s'inscrit ? C'est très certainement la question la plus importante également. Vous avez ici un QR code qui va vous amener directement sur le site de la HEC Espace Entreprise. Vous allez trouver tout le programme détaillé. Il y a plus de 10 événements. Il y en aura forcément un pour vous. Je vous conseille vraiment d'y aller. Les places sont vraiment limitées. On a déjà pas mal d'inscriptions. Ça commence dès demain. Et surtout, vous avez des stands des associations principales à la sortie de cet événement. Je vous conseille d'aller les voir pour qu'ils vous en disent un peu plus sur ce qu'ils vont faire. Merci. On va de nouveau les entendre. Hugo Fenoli. Merci, merci. Ouais, je pense que ça ne s'est pas vu, mais je dois confesser, les questions étaient préparées. Je vous en prie. Ça n'est pas de moi. Ces questions n'étaient pas de moi. Notre prochain intervenant, il est en train de terminer de répondre à un dernier email, mais il est prêt. Il met à jour ses slides. C'est le cofondateur de l'OICO. Je vous demande de l'applaudir, Monsieur Christophe Barman. Salut Laurent. C'était l'équipe ici. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir vraiment de chaque fois de revenir à l'Uni. Uni que j'ai quitté il y a bien trop longtemps. Et en fait, je voulais d'abord vous passer ça, mais ça c'était juste pour vous emmerder avec un petit peu de neige. Il n'y a pas une monstre connexion là apparemment, parce qu'en fait ma presse c'est un site web quoi. Donc si la presse n'est pas géniale, je vais faire un cappella. Et en plus, je venais de rajouter une super image hyper bien dans WhatsApp d'une copine de cet après-midi. Je ne sais pas qui c'est qui a été raidé cet après-midi, mais genre ils ont eu 50 mètres de puff, alors j'étais hyper fâché. Et du coup, j'ai dit ta photo pourrie, je vais la mettre sur la présentation, mais apparemment, bref, ça n'a pas marché. C'est pas très grave. Donc mon nom est Christophe Barman. Moi, l'entrepreneuriat, il m'est venu de manière assez un peu par hasard, mais il m'est venu du monde associatif. Alors, je ne sais pas qui parmi vous est dans le monde associatif, en l'occurrence, levez la main peut-être, qui est actif dans une association. Pas mal de monde. C'est certainement, pour moi, la meilleure école. Les gens souvent me disent, mais d'où vient ton idée du management participatif? Donc, on a créé une boîte il y a 5 ans avec des amis dans lequel il n'y a pas de hiérarchie. Et moi, je dis souvent, ça vient du monde de l'association. Dans mon association, si vous êtes un leader dirigiste, vous vous retrouvez seul comme un con, quoi. Donc, parce que les gens, a priori, ils ne sont pas payés. Donc, s'ils courent après rien du tout, s'il n'y a pas de sens, et puis s'ils ne veulent pas s'identifier et vous ne les inspirez pas, eh bien, vous vous retrouvez tout seul. Et donc, moi, depuis l'âge de 12-13 ans, même avant de débarquer à HEC, eh bien, je me suis impliqué dans l'association. Donc, je suis un boulimique d'association. Aujourd'hui, je suis dans 10 comités d'association. Donc, je suis président de mon club de ski, président du ski Genevois, vice-président du ski romand, président de la loterie romande pour le sport, président de la fédération romande des consommateurs, de plein de trucs, l'ombudsman suisse des banques, et j'en passe. C'est un peu moins associatif, mais on dirait des fois. Et en fait, ce que tout ça m'a appris, en finalité, c'est que, et Alizé l'a dit avant, c'est que d'abord, il faut avoir du plaisir. Et ça, c'est une chose qui me drive depuis le début. Et j'ai donné une petite anecdote, c'est que quand je suis sorti d'HEC,
j'ai assez vite eu la chance d'être engagé dans un beau cabinet de consulting qui mettait bien la pression aux gens. Et j'ai fait une mission de réorganisation pour une structure dans le domaine des services. Et j'ai passé beaucoup d'heures pour cette organisation. On a réorganisé la boîte, on a licencié une vingtaine de collaborateurs, puisque c'est ça qu'il faut faire pour faire de la marge. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais quel est le sens dans ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, je vais passer mes jours, mes nuits, à donner du temps pour des actionnaires que je ne connais pas, à me casser la santé, et surtout à générer un impact qui n'est pas forcément super positif, même hyper négatif. Voilà. Et donc, en fait, avec quelques amis, on a décidé, il y a de ça maintenant 6 ans, de créer Loico. Puis Loico, c'est-à-dire Loyalty Company. Donc, c'est la loyauté d'une équipe par rapport à des valeurs fortes, mais c'est également, là, je pense que tu peux à la limite remettre autre chose, parce que vu que ça passe pas, du coup, je le ferai à capella. Ah oui, quand même. C'était juste la première, désolé. Donc c'est bien, je vous passerai ça. Et c'est essentiellement, en fait, le fait de se dire, mais qu'est-ce qu'on veut générer ensemble? Qu'est-ce que vous voulez générer quand vous créez une organisation? Hein, et c'est vrai qu'il y a eu pas d'entrepreneurs qui sont succédés sur la scène, et assez rarement, les entrepreneurs vous disent qu'ils veulent faire un max de pognon. Ouais. En général, les entrepreneurs ont d'abord une idée, ils ont une histoire qu'ils ont envie de perpétrer, ils ont envie de créer quelque chose avec une équipe. Donc on a créé Loico il y a 6 ans, et puis Loico est assez particulière, je vais après rentrer après, mais le business model est hyper simple. En fait, on veut être un one-stop shop pour ce qu'on appelle les fonctions de support administratif d'organisation. Facile. On outsource les RH, les finances, les assurances, le marketing, à part le marketing, que des trucs un peu chiants, vous le concéderez. Et la différence par rapport, je dirais, nos concurrents, c'est des fiduciaires, c'est des courtiers d'assurance, c'est des conseillers en RH. Et en fait, c'est des gens qui sont tous bien habillés, bien cravatés, qui arrivent bien à l'heure et qui ont un business model relativement standard. Et nous, on s'est dit, on va le faire de manière relativement différente. D'abord, on a voulu du full web. Ensuite, on a voulu des valeurs très différentes que je vais présenter. Et puis, on a choisi ce modèle One Stop Shop. Alors, je vous montre juste une petite vidéo. Alors, ça, c'est... Ouais, tiens, ça a l'air de marcher. Qui nous montre où on en est après 5 ans. Voilà. Juste quelques chiffres. J'ai un peu peur. Il n'y a pas de son. Bon, c'est pas grave. Vous voyez quelques chiffres. Ah, voilà. Peut-être encore plus de son. Is now in the gold medal position. Bon, on outsource le marketing aussi, hein, vous avez vu. Maintenant, il y a une chose qu'on a voulu générer ensemble, et puis c'était vraiment le cœur de ma présentation, c'est de se dire, mais tiens, à un moment donné, quand on crée une boîte, pourquoi est-ce qu'on le fait? Et je pense qu'il y a besoin aujourd'hui, on l'a déjà dit ce soir, de revoir la notion de performance dans le monde des affaires. On a un climat qui ne va pas très bien, mais ça, je n'ai pas besoin de vous en faire la leçon. On a un monde du travail qui est complètement flou, en l'occurrence, on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques années. Est-ce que vous savez qu'en 2017, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'il y a eu plus de jobs créés en dehors des organisations que dedans? D'accord? Donc il y a eu plus de jobs créés en freelance, en entrepreneuriat, etc., que dans les organisations traditionnelles. Donc ça veut dire que pour nos organisations qui aimeraient engager des talents, évidemment que c'est un challenge énorme de faire en sorte que les jeunes talents que vous êtes aient envie de venir bosser chez nous.
Et ça nécessite, en tout cas selon nous, une nouvelle vision du monde de l'entrepreneuriat. Alors nous, on est B Corp. Qui c'est qui connaît B Corp ici? Ouais, c'est pas si mal par rapport à certaines audiences. Et B Corp, c'est un mouvement international d'entreprises qui se veulent durables, en tout cas qui veulent changer l'impact du business sur le monde. Et puis nous, depuis le départ, on a utilisé B Corp comme modèle de performance. C'est-à-dire que chaque fois qu'on communique à notre conseil d'administration, eh bien, on ne communique pas uniquement les indicateurs financiers, mais on communique sur ces 5 axes. C'est d'accord juste de cliquer sur la petite presse, ce petit carrousel là, que je t'ai mis ici. Non, sur le carrousel lui-même. Ah, bien joué. Non, ça c'est ouais, comme tu veux. J'aurais fait ça différemment. J'aurais cliqué sur le carrousel. Ferme en haut la petite flèche à droite. Voilà, tu cliques dessus. Bestial. Collaborateur, pour nous, ce qui est intéressant, c'est que c'est un axe de performance, collaborateur. C'est-à-dire que les gens ont des plaisirs chez nous, ce n'est pas du team building, c'est de la performance. Donc il y a plein de choses qu'on a fait. Je vous passe les détails, mais chez nous, on a une liberté qui est totale, donc on n'a pas d'horaire de travail, les gens peuvent bosser 5 jours par semaine à maison s'ils veulent. On a un actionnariat qui est partagé, aujourd'hui on a 30 collaborateurs qui sont actionnaires. On a un modèle complètement basé sur la confiance. Et pour nous, c'est de la performance. Donc on suit les indicateurs sur cette base-là. Et je peux vous dire qu'avoir cette performance-là, ça fait vachement plus plaisir pour les fondateurs, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on génère quelque chose de sympa en équipe. Deuxième, clique sur la slide, la collectivité. En fait, pour nous, avoir un impact sur la collectivité favorable, c'est de la performance aussi. Et là, je ne vais pas vous faire la messe de nouveau, mais en l'occurrence, ce qui est intéressant, là, vous voyez l'équipe qui est là, c'est l'équipe qui a créé le film Demain Genève. Qui c'est qui a entendu parler de Demain Genève ici? Voilà, quelques-uns. Hein. Donc c'est le documentaire Demain, mais sur le territoire genevois. En fait, ça, c'est l'équipe marketing de l'OICO qui un jour s'est dit « Ah ben tiens, ils ont vu le film Demain, ils ont adoré. » Puis en fait, ils ont passé des centaines d'heures à faire ce film qui n'a aucun impact sur notre business, sur notre chiffre d'affaires, sur notre rentabilité. Par contre, qui a un impact fort sur la communauté. Pour nous, c'est de la performance. D'accord? Donc, deuxième pilier, la collectivité. Je le laisse cliquer. L'environnement, là aussi, on a plein de mesures d'impact. On a à peu près une quinzaine d'indicateurs environnementaux pour notre impact. Reclique, s'il te plaît. La gouvernance. En tant que tel, la gouvernance, ce qui est intéressant, c'est que dans le modèle B Corp, c'est un axe de performance. Donc avoir la gouvernance la plus inclusive possible, c'est la performance. Et nous, ce qu'on a fait il y a de ça une année et demie, on a mis en place ce qu'on appelait la leucocratie. Hein. C'est un dérivé de holacratie. Et en fait, c'est un modèle dans lequel il n'y a pas de chef du tout. J'imagine que vous avez entendu parler du modèle. Et depuis que c'est en place, en tout cas moi j'ai un plaisir fou en tant qu'ex-CEO de voir comment les choses se font, comment les choses avancent, sans que j'ai l'obligation d'être mis dans plein de décisions qui ne m'intéressent pas et dans lesquelles je ne suis pas performante. Et puis, le dernier axe de performance selon B Corp, c'est évidemment l'axe client, axe plus traditionnel, mais c'est un axe sur lequel aujourd'hui, eh bien, on a beaucoup travaillé, notamment en termes de partage et d'informations, et puis d'informations financières aussi. Tous nos clients connaissent notre marge. L'année passée, il y a 3 clients pour lesquels on a augmenté les coûts, et pour 2, c'est eux qui nous ont demandé en disant « Ah, mais vous ne gagnez pas beaucoup d'argent avec nous, etc. » Donc c'est vrai que c'est vraiment hyper intéressant comment on peut retourner en fait, le modèle lorsqu'on est simplement dans une logique d'ouverture. J'ai dépassé mon temps à cause du problème technique. Excuse-moi Laurent, mais je suis à toi maintenant. Je suis à toi. Vous pouvez l'applaudir. Merci Christophe. Alors, l'histoire, donc tu la racontes très vite, malheureusement tu n'avais pas énormément de temps. L'OICO a existé avant d'être une holacratie. Hein, oui. C'est le terme technique. Tout le monde dit holo, mais c'est holacratie. J'ai bien répété. Qu'est-ce que ça a amené comme gain de productivité, le fait de lâcher prise? C'est-à-dire que toi, tu ne te présentes plus comme CEO, tu dis je suis l'ex-CEO, et en fait, vous avez amené cette transparence, cette égalité entre les différents collaborateurs. Alors aujourd'hui, au niveau chiffré, c'est difficile à dire. Hein, ça fait 18 mois qu'on est passé en leucocratie, hein, parce qu'on est un dérivé de holacratie. Et en fait, nous c'est parti d'un principe très simple. C'est vrai que quand vous créez une start-up, et on en a eu pas mal ici aujourd'hui, en fait, vous avez les conditions 4 qui sont toutes pourries, vous êtes assis sur des cartons, et en fait, tout le monde est hyper engagé, motivé. Puis après, la boîte se développe, puis le niveau baisse. Puis pourquoi, en fait? Et nous, on s'en est rendu compte mécaniquement, c'est qu'en fait, tout le monde était hyper impliqué au départ. Après, l'entreprise s'est développée, et on a fait quoi? On a mis des couches hiérarchiques pour pouvoir se coordonner. Et quand vous mettez des couches hiérarchiques, en fait, vous voyez que vous éloignez les gens et du pouvoir et du savoir, et donc les gens se désengagent mécaniquement, quoi. Et nous, on a fait retour en arrière, et ce qui est assez génial maintenant, c'est qu'on voit, nous, on a une application de communication qui s'appelle Teams, qu'on utilise à l'interne, vous devez connaître, et moi, je suis comme un gamin devant, je vois les trucs qui se font, les projets qui se lancent, etc., sans qu'il y ait une espèce de cerveau tout en haut qui dise oui, ça on fait pas, ça on fait pas. Et c'est hyper, c'est passionnant, quoi. Ça bouge beaucoup plus vite. Merci beaucoup, Christophe Barman. Je vais reprendre ça. Merci.
Ah, je vais le donner d'ailleurs. Est-ce qu'on peut juste remettre le dernier slide de Christophe? Ça serait possible en régie? Est-ce que vous pouvez me mettre le dernier? Voilà. Donc il s'appelle Christophe Barman. Oh, elle était facile. Oh, ouais, voilà, juste pour vous dire que l'apéro est dans 15 minutes. Notre dernière intervenante, c'est vraiment une des entrepreneuses les plus en vue et les plus inspirantes de notre région. Elle est cofondatrice des jus Opaline et de la Fondation Opaline. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Sophia Demeyer. The floor is yours. Merci, merci. 15 minutes avant l'apéro, la pression de la dernière présentation. Je vais essayer d'être à la fois brève, inspirante et dynamique en 8 minutes. Ça va vous paraître un peu bizarre parce que je vais commencer avec une situation, une nouvelle quelque peu triste, qui est celle bien sûr de l'urgence climatique qu'on connaît tous, les manifestations pour le climat, les rapports du GIEC. On en parle depuis des décennies. Aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, cette urgence est à notre porte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que ça nous questionne tous autant qu'on est sur le système politique, sur le rôle des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou les multinationales, mais également sur notre rôle en tant qu'individu. Intrapreneur, entrepreneur, peu importe. Je vous souhaite être acteur du changement, et qui dit acteur du changement fait appel à un mode d'intrapreneur ou d'entrepreneur. Cette vision de ce dérèglement climatique, de cette perte de sens, moi je l'ai eue personnellement il y a 15 ans. C'était en 2004. Si je recule encore un petit peu, en 97, mon premier emploi, j'avais 20 ans, 23 ans, eh bien, il était comme avocate. Avocate dans un grand cabinet à Londres, au service de multinationales, vu que mon domaine de compétences était les fusions et acquisitions. Et pendant 7 ans, j'ai œuvré pour cette économie mondialisée où la performance, la compétition, la profitabilité, un certain détriment sur les ressources humaines et naturelles, eh bien, était un peu la méthode. Et j'en ai perdu un peu le sens. J'avais 30 ans, j'ai démissionné. Alors je peux vous dire qu'on a parlé de peur, qu'on a parlé de oser être entrepreneur. Eh bien moi, c'est à ce moment-là où je l'ai vécu. Pourquoi? Parce qu'après 7 ans au service ou dans un grand cabinet d'avocats, eh bien on est au summum de sa carrière. Notre entourage nous vénère quelque peu parce qu'il y a un certain statut, bien évidemment. Et du jour au lendemain, on démissionne, mais pas pour aller dans une encore plus grande ou un plus grand cabinet d'avocats et gagner encore plus d'argent. Non, pour quitter la City avec une page blanche. Et tout ce que je pouvais leur dire, c'est que je ne savais pas ce que j'allais faire, mais que j'allais essayer de construire un modèle économique dit régénérateur. Donc plus de collaboration, plus de compréhension, plus de dignité. Par où j'ai commencé? Merci Laurent pour le changement du slide, c'était un parfait timing. Eh bien j'ai commencé par là. Je me suis immersée dans la nature. Pourquoi la nature? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin de compétences spéciales, de statut, rien. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Et elle réveille en nous l'intuition. Parce que dans la nature, tous nos sens sont éveillés. À une condition, si on apprend à l'observer, si on apprend à regarder chaque geste de cette nature et voir à quel point il est important, parce que rien n'est perdu dans la nature. Une goutte de pluie est importante. Et donc ça réveille en nous cette intuition, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'émerveillement. Je suis pour ma part émerveillée quand je vais dans la nature et que je m'ouvre à cette observation. Et l'intuition et l'émerveillement sont pour moi deux sources fondamentales de l'intrapreneuriat ou de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'ils nous ouvrent tous les sens pour observer ce qui nous entoure et faire de notre projet, qu'il soit au sein d'une entreprise ou qu'il soit notre projet au cœur de ce que l'on fait, un projet d'impact social et environnemental. Donc, comment est-ce que j'ai commencé? En 2004, j'ai commencé avec le concept Whitepod. Whitepod, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais il est en vallée. Ce sont des tentes en forme d'igloo qui sont tout simplement mises dans la nature, dans une sorte de concept écotouristique.
Donc j'ai pu recréer un lien à la nature et le proposer à mes clients et voir, sur toutes les années où je l'ai géré, 4 ans, l'intuition se réveiller, l'émerveillement se réveiller au cœur de ces personnes qui, par la suite, ont utilisé cette énergie pour changer leur mode de vie ou même changer de profession. En 2009, on peut changer le slide s'il te plaît Laurent, merci. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai pas... Ah oui, parce que je devais avoir un papier. Tu veux que je la prenne? Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc en 2009, je fonde Opaline. Qui connaît ici Opaline? Ah, ça me fait vraiment plaisir. Donc Opaline est une entreprise qui produit des jus et des limonades que vous voyez là, locales. Ça, c'est vraiment son ADN de base. Alors pourquoi Opaline? On me le demande souvent, mais pourquoi tu as fait des jus de fruits après ton concept d'écotourisme? Eh bien tout simplement parce que quand je gérais ce concept d'écotourisme, j'avais beaucoup de peine à me sourcer en jus de fruits ou limonade locale, qui avait, au-delà du côté sain et nutritif, un sens dans la démarche. Donc après 4 ans d'expérience entrepreneuriale, je me suis dit, je vais aller un pas plus loin et je vais lancer, sans avoir aucune expérience dans la transformation de fruits, Opaline jus de fruits. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme principes fondamentaux dans cette entreprise, à part le fait que nous produisons des boissons locales et naturelles? Eh bien, tout d'abord, il y a le Bicorp. Alors, j'ai heureusement pas besoin d'aller dans plus de détails parce que Christophe l'a fait pour moi. Nous sommes effectivement certifiés Bicorp. Les points de gouvernance, les points d'inclusion, les points d'autonomie, d'intrapreneuriat dans notre entreprise sont clés. Mais au-delà de ça, il y en a 2 autres dont j'aimerais vous parler, qui pour moi sont capitaux. Le premier, c'est cette notion du local. Souvent, quand on parle de local, on nous dit « mais c'est super parce que c'est écologique ». Bien sûr, c'est vrai. Qui dit local, dit moins de transport, dit moins d'émissions carbone. Donc c'est une réalité, c'est une évidence. Mais au-delà de l'écologie, qui dit local, dit que nous pouvons tisser des liens humains avec nos fournisseurs. Dans le cas d'Opaline, nos fournisseurs sont quand même des personnes importantes, plus que ce sont les paysans. Et que nous vivons aujourd'hui une grande crise, et aussi au niveau de l'agriculture, du système économique qui s'est construit autour de l'agriculture, qui font que les terres aujourd'hui agricoles sont considérées comme des terres de rendement. Opaline, avec son modèle et sa quête d'impact, collabore avec ces agriculteurs. Ce ne sont pas des fournisseurs, ce sont des parties prenantes importantes de notre écosystème, tout simplement parce que s'il n'existe pas, notre produit n'existe pas. Et donc aujourd'hui, grâce à ces 10 ans de collaboration, eh bien, on peut ensemble envisager ce que l'on a appelé la transition agricole. Alors, je ne vais pas vous en donner tous les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais enfin, on a un projet collaboratif avec nos agriculteurs partenaires de comment transiter d'une agriculture de rendement à une agriculture qui est plutôt une agriculture basée sur la vie et la régénération des sols. Deuxième principe fondamental, c'est cette notion de communauté. Opaline n'a pas de budget marketing. C'est un souhait depuis le départ. Parce qu'au lieu d'investir dans un budget marketing qui coûte cher, et vous les voyez, les grands boards dans les gares qui vous disent que le jus de fruits Opaline est le meilleur et qu'il faut l'acheter parce que c'est X, Y, Z mieux que les autres, on préfère investir cet argent pour partir à la rencontre de nos points de vente. Points de vente indépendants, épiciers, cafetiers, restaurateurs. Pour nous, c'est très très important. Parce que de nouveau, on tisse un lien humain. Alors, bien évidemment, difficile à considérer dans un business plan ou dans un fichier Excel, parce que c'est une opération humaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on change notre regard sur la notion de la recherche et développement. On n'a pas besoin de budget de recherche et développement, parce que notre communauté est la source de notre innovation. Puisqu'on est à l'écoute, je vous l'ai dit par rapport à la nature, à l'écoute de ce qui nous entoure. On peut entendre ce qu'un épicier nous dit. Et nos recettes, nos formats de bouteilles, la communication, aussi simple soit-elle qu'on leur fournit, est en réponse à ce partage-là. Donc on n'est pas dans une situation, moi je vous dis et vous, vous faites, on est dans une co-création, pour reprendre le terme de Christophe que j'aime beaucoup aussi et qui a été cité par Anne en début de soirée. Donc voilà pour les 2 principes fondamentaux. Ensuite, j'aimerais vous dire quelque chose qui pour moi est très important. C'est au niveau de certains sceptiques qui nous traitent un petit peu d'utopistes ou qui nous disent « oui, Opaline, aujourd'hui, c'est quoi ?» Opaline, aujourd'hui, c'est quand même 1 million de bouteilles vendues. Pour nous, c'est important, parce qu'1 million de bouteilles, c'est en fait 1 million de gestes
qui ont été faits pour notre vision. C'est 1 million de personnes qui contribuent par l'achat de notre produit à cette vision d'un nouveau monde économique. Mais souvent, ils nous disent, oui, mais 1 million, c'est pas grand-chose. L'autre jour, j'ai appris qu'en une journée, ce que l'on vend chez Opaline, en jus de fruits et limonade, c'est ce que vend Coca-Cola en 1 heure. Donc effectivement, on reste très petit. Mais ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que le geste a son importance, aussi petit soit-il. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'Opaline, dans sa vision locale, inspire des entreprises comme Danone, qui vient voir ce que j'écris sur le blog du Temps, qui se questionne sur ma manière de réfléchir pour en intégrer quelques principes. On voit aussi qu'Opaline a été présente, invitée, en plénière au Forum des 100, après Nestlé et avant BlackRock. C'était une expérience quelque peu excitante pour nous, on l'a fait et on était là. On voit aussi en haut qu'Opaline a été invité à l'APM. L'APM, un groupement de chefs d'entreprise où j'ai parlé devant plus de 5000 personnes, tous dirigeants d'entreprise, sur ces principes d'une économie régénératrice. Donc tout ça pour vous dire que le geste, aussi simple soit-il, quand il est nourri de sens, eh bien, a une résonance beaucoup plus large que ce que l'on pense. Donc si, dans votre parcours, vous avez un jour ce doute de vous dire « mais finalement, ce que je fais, ça ne va pas assez vite » ou « c'est pas assez » ou c'est tellement petit dans le monde des géants. Moi, je vous dis non. Mettez-y du sens, de l'intuition, de la création, et il résonnera votre geste, j'en suis persuadée. Après cette résonance, qu'est-ce qu'on s'est posé comme question? Parce que l'innovation, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une quête de tous les jours. On a envie, et plus on le fait, et plus on a envie d'aller plus loin. Et le plus notre intention d'impact est claire, le plus on va aller plus loin. Donc en 2008, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé la Fondation Opaline. Pourquoi on a créé la Fondation Opaline? Eh bien parce qu'on a réalisé, au sein de notre écosystème de 2000 points de vente, de notre équipe des agriculteurs, qu'en fait, il fallait pouvoir inciter cet acte de la transition au-delà de l'achat d'un jus ou d'une limonade Opaline. Donc la Fondation est créée, la Fondation collabore avec des agriculteurs pour ensemble, avec des biologistes, avec des ornithologues, avec Ernst Zürcher, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui siège sur notre comité scientifique, de créer des lieux sur des terres agricoles qui puissent être des lieux de vie. Donc on a planté l'année passée 900 pommiers, alors pas alignés en rendement, mais plutôt en haute tige, donc des vrais arbres qui pourront un jour accueillir des oiseaux et toute la biodiversité qui gravite autour d'un vrai arbre fruitier. Donc ça, c'est la première chose. On a ensuite collaboré pour le choix des semis, pour faire que les sols puissent être enrichis, renourris. Et puis, on a installé des nichoirs avec ce même biologiste pour que les oiseaux puissent revenir nicher avant que ces arbres grandissent. Au-delà de cette biodiversité, on crée sur ce lieu, on anime ce lieu d'ateliers didactiques pour les petits, pour les plus grands, pour les écoles de la région, pour les entreprises de la région et pour des gens comme vous et moi qui souhaitent contribuer par un don ou par juste du bénévolat sur ce lieu de vie agricole. Alors c'est très important cette initiative pour nous, parce que finalement ça sort l'idée du rendement, l'image du rendement d'une terre agricole pour en faire un réel lieu de vie, la biodiversité et de partage, l'humain, sur ce lieu de vie pour que tout le monde soit ensemble. Et cette année, on a fait plus de 25 ateliers et on a accueilli déjà plus de 500 personnes sur ce verger qui est à B. Et on est prêt aujourd'hui à pouvoir le dupliquer sur d'autres terres agricoles, dans d'autres cantons, que ce soit Genève, le canton de Vaud, Jura, Fribourg, on nous a aussi appelés. Mais tout ça pour vous dire que c'est le collectif qui se met en route. Et on a beaucoup parlé ce soir de collaboration, de pluridisciplinarité, d'intergénération. Eh bien pour moi, l'avenir de demain, ou l'économie de demain, elle est là. Elle est de développer des initiatives qui permettent à chacun de contribuer à la hauteur de ses moyens, de ses compétences et de ses envies. Et pour conclure, avant de lever le verre à l'apéro, j'ai ici choisi un message d'une personne qui pour moi est terriblement inspirante et influente, qui s'appelle Tatiana Frank, du musée de l'Élysée, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Je trouve que ce message est marquant, parce que c'est une personne qui est venue à la fête du verger, donc cet atelier, cette fête que l'on a fait au verger en septembre passé, et qui a pris cette notion de contribuer à un monde meilleur, alors que je n'ai pratiquement rien dit. Elle a pris cette notion parce qu'elle a vécu ce que je viens de vous décrire sur ce verger. Et j'aimerais profiter de son mot de remerciement pour à mon tour remercier, dans cet esprit de collectif, toutes les personnes qui boivent un jus d'opaline ou une limonade opaline, qui la vendent parce qu'ils contribuent aussi à cette vision.
J'aimerais remercier les étudiants, je ne sais pas s'ils sont là ce soir, mais qui se sont portés bénévoles et qui sont venus à la fête de la récolte, parce qu'ils voulaient eux aussi contribuer à cette vision du monde. Et j'aimerais aussi remercier les prochains points de vente, qui j'espère seront ici encore plus nombreux à l'université. Parce que c'est ensemble que nous allons grandir, et c'est ensemble que nous allons prouver que l'économie de demain, pour moi, elle sera inclusive, collaborative, éthique et digne des êtres humains que nous sommes. Merci beaucoup. Merci Sophia, je crois que c'était une bonne idée de finir avec un discours aussi inspirant. Non, on t'a laissé dépasser, mais c'était très bien. On avait un peu de marge dans les horaires. Ça va très très loin le système Opaline. Alors tu n'en as pas parlé en détail, mais je connais un petit peu. Par exemple, il y a transparence totale sur les salaires et égalité des salaires dans l'entreprise. Il y a des choses vraiment très concrètes qui sont organisées de façon complètement originale, en tout cas vue du point de vue du business habituel. On peut prendre des vacances quand on veut, tant qu'on n'a pas besoin de venir au bureau, etc. C'est vraiment une grande ouverture. Non, tout à fait. D'ailleurs, ça rejoint un peu le principe de la gouvernance dont a parlé Christophe. Alors, au niveau de la transparence des chiffres, pour nous, elle est clé. Pourquoi? Parce qu'elle incite déjà la dignité dont je vous parle. Donc si on travaille tous pour une entreprise, que chacun sache à quelles conditions chacun y travaille. Et puis, ça nourrit aussi l'intrapreneuriat, l'autonomie. C'est-à-dire qu'on est conscient de ce que l'entreprise nous verse, nous paye finalement, et donc ce qu'on peut lui rendre aussi en termes d'engagement sur la vision de l'entreprise. C'est un principe très important. On vit dans un monde où en fait des choses qui sont pragmatiquement et qui sont du bon sens en fait ont l'air complètement folles, alors que c'est ce qui ne fonctionne pas comme ça qui est peut-être un peu fou. Un article terrible que j'avais lu il y a, je crois, 2 mois dans le Guardian, disant que les entreprises qui faisaient du bio et du green le cachaient parce qu'il y avait cette idée que si on faisait quelque chose de sustainable, c'est qu'on était économiquement moins performant. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bien, je pense qu'aujourd'hui, il y a un réel risque de ce qu'on appelle le greenwashing, bien sûr, parce que les grandes entreprises se questionnent beaucoup face à cette transition écologique. Alors, comment est-ce que nous, on le vit? C'est vrai qu'on n'en parle pas, beaucoup, parce qu'on part du principe que si on le fait bien, ce sont nos partenaires qui vont en parler. C'est notre épicier qui va dire, mais regardez, Opaline fait. Et que c'est par l'action qu'on contribue à la transition écologique, plus que le mot. Et donc, c'est pas parce qu'on respecte l'environnement qu'on ne peut pas gagner d'argent, par exemple, comme entreprise? Non, je pense que les deux sont compatibles. On ne pourra peut-être pas gagner autant d'argent, mais assez en tous les cas pour nourrir un écosystème qui gravite autour de notre produit et qui nous permet d'exister. Dernière question, souvent dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a assez peu de femmes. Alors Opaline, c'est l'exact opposé, c'est que des femmes. Quand est-ce que vous allez engager des hommes dans l'équipe Opaline? Non, il y a des hommes. Il y a des hommes. Ouais. Non, il y en a 3. 4. Il y en a 4. Alors, vivement la parité chez Opaline. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir Sophia de Meyer. Et le mot de la fin revient à Anne Hidon, que je vous demande d'applaudir. Merci Anne de revenir. Des remerciements? Oui, si ce n'est... Ah oui, je crois que ça marche maintenant. Parfait. Oui, alors effectivement, on est 1 minute avant l'apéritif, donc ça va être compliqué, mais c'est des remerciements qui sont importants. D'abord, je voudrais remercier la direction, toute la direction qui nous soutient sur ce projet. Et je voudrais particulièrement remercier la vice-rectrice Déborah Philippe, qui est en charge du projet. C'est vraiment un plaisir de travailler avec toi au quotidien sur ce projet. J'aimerais remercier Unibat et Unicom, qui nous ont vraiment aidés à réaliser cette soirée. J'aimerais bien sûr remercier tous nos orateurs. Je sais que vous avez un agenda qui est très très chargé, mais merci d'avoir vu le sens de notre projet et d'être ici là ce soir et d'avoir pris le temps de le faire. Merci à nos modérateurs, Laurent, Sophie, toujours un plaisir qui nous ont permis de passer cette soirée en toute décontraction. Merci aux organisateurs de la Global Entrepreneurship Week. On se réjouit beaucoup de cette semaine. Et enfin, merci à l'équipe du Hub. C'est une équipe qui est une jeune équipe qui n'est pas là depuis très longtemps et qui a fait un travail extraordinaire ces 2 derniers mois. Merci Mélanie, merci Benjamin, merci Stéphane, merci Jeffrey, merci à tous.
Je vous invite à prendre l'apéro. Voilà, il reste une trentaine de secondes pour les équipes du traiteur pour enlever le Coca-Cola avant l'arrivée de Sophia Demeyer et de toute la salle pour l'apéritif. Merci, bonne soirée à tous.